Hélène. En ce moment, je suis en train de travailler sur la notion de paysage. Qu'est-ce que le paysage? Comment on crée un paysage? Et en réfléchissant, poussant la réflexion, je me suis rendu compte que quelque part, en traçant tout simplement un trait horizontal, eh bien, ça crée déjà un paysage, puisqu'il divise l'horizon en deux. Il y a le ciel et il y a le sol. Pour moi, puisque je travaille sur la peinture chinoise, donc le paysage chinois, un trait horizontal, un simple trait horizontal, c'est un caractère d'écriture. Et ce n'est pas un paysage. Et c'est pas du tout comme ça qu'on va construire un paysage. Donc le caractère d'écriture, c'est le caractère 1, le trait horizontal. Je vais le tracer au pinceau. Ce trait horizontal, je le fais à l'écriture sigillaire, puisque ça permet de lui donner un aspect tout à fait horizontal, ce qui n'est pas le cas dans les autres styles d'écriture. C'est l'écriture la plus ancienne, l'écriture sigillaire. C'est un caractère qui permet de mettre en place déjà une cosmogonie. Tu as déjà le yin et le yang. Le papier qui est blanc, c'est le yang, et puis l'encre noire, c'est le yin. On a une première différenciation. Mais pour faire un paysage, en Chine, il faut déjà avoir la montagne et l'eau. Toujours, obligatoirement. C'est l'expression montagne et eau, c'est l'expression qui désigne le paysage littéraire et pictural. C'est cette expression-là. Il y a d'autres expressions pour désigner le paysage, par exemple, issu de la perception ou d'autres formes de paysage. Mais pour le paysage peint ou le paysage poétique, c'est toujours la montagne et l'eau. Shan shui, montagne, eau. Les deux éléments. Exactement. Pour créer un paysage. C'est ça. On ne peut pas y avoir rizière et eau. Non. Pourquoi? Parce que les rizières, c'est quelque chose qui est travaillé par l'homme. Et tout ce qui est travaillé par l'homme est considéré comme, abîmé. Ce n'est plus la nature. Donc, depuis le IVe siècle, les poètes et puis les peintres chinois opposent ce qu'ils appellent les champs et jardins, donc la nature travaillée par l'homme, au paysage, c'est-à-dire les montagnes et eaux. Donc montagne et eau, c'est vraiment le cosmos en œuvre. La montagne est en yang et l'eau est en yin. Donc déjà, quand tu as montagne et eau, tu as un monde. Et c'est ça que la peinture doit restituer. Dans un paysage donc chinois, on a la montagne et l'eau, mais on a des éléments principaux et des éléments secondaires. Donc on n'aura pas cette ligne d'horizon qui va couper la peinture en deux. Mais en revanche, la peinture se construit comme un caractère chinois, c'est-à-dire autour d'un centre. Ce centre est composé comme on compose un caractère chinois. Et donc c'est pour ça qu'on a des éléments principaux, donc les traits principaux, et puis des éléments secondaires, comme dans un caractère chinois, des traits qui sont secondaires par rapport au centre. Donc je vais tracer une montagne. D'abord la montagne principale, et puis après les montagnes invitées. D'abord l'hôte, et puis ensuite les invités. Oui. Donc ici, c'est la montagne principale, l'hôte, et à côté, on fait les invités. En laissant, bien entendu, la place pour l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau dans un paysage chinois? Eh bien, ce sont les brumes, les vapeurs, aussi bien que les rivières, les nuages, enfin tout le cycle de l'eau rentre dans le principe de l'eau, du yin. Le yin, il est horizontal, le yang, il est vertical. Donc le yang, c'est la montagne, et le yin, c'est plutôt l'eau. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure avec le caractère 1, l'encre est noire, elle sert à tracer la montagne, alors que c'est le papier blanc
qui va restituer l'eau. Donc on voit qu'il y a déjà un échange entre montagne et eau. La montagne étant yang, hein, comme je le disais tout à l'heure, et l'eau étant yin. Donc voilà, déjà on a une montagne centrale avec des montagnes invitées à côté. Par exemple là, déjà c'est déjà un paysage. Pourtant on n'a pas de structure d'horizon, on a simplement des montagnes qui émergent des brumes. Hein, c'est ce qu'on peut voir. Je peux faire devant, par exemple, quelques arbres, et à ce moment-là, on aura un effet de lointain, ce qu'on appelle lointain en chinois. Ça pourrait être... Voilà, tout simplement, on a un effet de lointain, voilà ici. Hein. Alors après, quand ça sèche, on voit mieux les contrastes. Mais au départ, tout paraît mélangé. Après, on verra mieux les contrastes avec l'encre. Donc il faut prévoir à l'avance les effets que ça va avoir. Et on ne le sait pas toujours. Hein. On ne sait pas toujours à l'avance. Mais alors justement, pour revenir à la notion de perspective, de lointain, quand je regardais les tableaux européens, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs plans. Voilà, il y a, comme ici un peu, tu vois, il y a l'arbre qui est en premier plan, disons, qui est presque l'endroit où l'artiste se situe, et on voit les montagnes au loin. Et donc, à partir de mon horizon, j'avais commencé à tracer des traits. Voilà, il y a un trait qui peut faire comme une petite colline. Et après, il y a un deuxième trait qui peut faire un espèce de deuxième plan. Et puis, il y a un troisième plan qui commence à creuser la perspective, le lointain. Je ne sais pas trop, en fait, quel mot employer. Et dans un tableau où il y a la couleur, je me suis rendu compte que souvent, dans le plan 1, il y avait c'était plutôt coloré avec de la couleur chaude. Orangée, rouge, assez vive. Tandis que plus on éloigne, un peu comme une histoire de brume, ça devient moins en moins clair. Et plus en plus bleu, plus en plus froid. Dans les tableaux du XVIIe, tout ça, on voit que la partie 3, elle est plus bleue que la partie 1, qui est plus jaune, disons, enfin chaud et froid. Et donc, à la fois par l'estompation de traits, et à la fois cette couleur de chaud qui devient froid, j'ai remarqué que voilà, on crée un paysage un peu comme ça. Donc moi, quand j'essaie de créer un paysage, je prends en compte de ce changement de couleur, etc. Alors, bien sûr, là, il ne s'agit pas de couleur, puisque là, on va travailler en noir et blanc. Est-ce que tu trouves que aussi, voilà, dans la peinture chinoise, il y a cet effacement un peu vers l'horizon et faire du contraste devant? Comment se travaillent les traits et la force de trait et la force de l'encre pour créer cette profondeur? Alors tu vois déjà ici qu'il y a du foncé loin. Voilà, oui. Donc en chinois, dans la peinture chinoise, il n'y a pas le système de coulisses auquel tu fais allusion, là, avec ces 3 plans qui viennent du théâtre. Et dans la peinture chinoise, d'abord, c'est de la peinture, c'est pas du dessin. Quelle est la différence? La différence entre la peinture et le dessin, c'est que dans la tradition chinoise, la peinture, c'est à la fois, c'est hua, ça se dit hua, H-U-A. Et ce caractère désigne à la fois le fait de tracer un trait, ça désigne également le coup de pinceau, et le résultat, c'est-à-dire la peinture. Donc ça n'est pas du dessin, parce que quand on trace un trait, tu l'as vu avec le trait 1, c'est déjà une surface, c'est pas un contour. C'est déjà un élément qui doit être vivant, aussi vivant que les éléments de la nature, dans la conception chinoise. Donc aussi vivant qu'une herbe, qu'un bâton, qu'un rocher, qu'un nuage, qu'un arbre. Un caractère d'écriture doit être vivant. Pour être vivant, il y a des techniques d'écriture qui sont complexes.
et qu'on retrouve en peinture. Et je vais tracer le caractère Hua, qui permet d'expliquer l'étymologie du caractère. On a d'abord une main. Je la fais en assez grand. Voilà, ces trois, cette espèce de trident, c'est la main. C'est la figuration de la main. Et cette main, elle tient un instrument, probablement un stylet, ou peut-être pas un pinceau, mais on ne sait pas, parce que c'est un 14e siècle avant Jésus-Christ, l'écriture chinoise, les premières formes, c'est ça. Cette forme d'écriture, l'écriture sigillaire. Et donc, ça, c'est cette espèce de stylo ou de stylet qui écrit au-dessus d'un champ cultivé. Ça, c'est le champ cultivé, là, ce que je suis en train de tracer. Donc, roi, ça désigne à la fois le trait et la peinture. Et en fait, l'étymologie de ce caractère, ça veut dire tracer, délimiter. L'étymologie de peindre en chinois. C'est donc tracer, c'est bien un trait. C'est pas un dessin. La peinture en chinois, c'est du tracé. Voilà, c'est ça. Alors quand tu peins des montagnes et des arbres, c'est pas des tracés, si, c'est ce sont des traits. Ce sont des traits selon le même principe cosmogonique, c'est-à-dire cette opposition complémentaire entre yin et yang, la construction d'un monde, d'un cosmos, quelque chose qui se tient en lui-même, qui doit être vivant. On voit bien dans cette peinture que ce n'est pas une question de perspective. Et en chinois, on ne parle pas de perspective. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de perspective dans la peinture chinoise, il n'y a pas d'ombre portée, qui va en général avec la perspective, et pas non plus de point de vue unique. Puisqu'il n'y a pas de source unique de lumière, puisqu'il n'y a pas d'ombre, donc il n'y a pas de point de vue unique. Ce qui fait que dans une même peinture, on va avoir plusieurs points de vue, que la peinture soit horizontale ou qu'elle soit verticale. Du peintre ou du spectateur ? Du peintre et du spectateur. Et c'est la raison pour laquelle on va parler en chinois de distance à parcourir comme dans la peinture, comme on les parcourt dans la montagne. Quand on monte dans une montagne, on fait un parcours. Eh bien, dans la peinture chinoise, on doit également suggérer un parcours. Et c'est ce parcours qui va être qualifié de lointain. On va avoir plusieurs étapes dans le parcours. Et c'est ce qui est qualifié parce qu'il va être utilisé pour construire la peinture. On va avoir 3 types de lointain. Le lointain haut, donc, ou la distance haute. On imagine au début, quand on commence à grimper une montagne, elle se trouve devant nous. On commence l'ascension, on lève la tête et on voit le sommet, il est au-dessus de nous. Donc ça, c'est la distance, le lointain haut ou la distance haute. Et ensuite, on a le lointain distant ou la distance profonde, lointain distant ou distance profonde, c'est exactement la même chose, Shen-Yuan. Donc ça, c'est quand on commence à monter dans la montagne, on se retourne et on voit les autres montagnes ou les montagnes qui s'éloignent, qui sont dans les brumes, au loin, etc. Donc ça, c'est du lointain profond. Et puis ensuite, le 3e type de lointain, c'est le lointain plat. Donc c'est celui que l'on trace lorsqu'on a un paysage à peu près à hauteur des yeux. Donc dans le premier cas, on lève les yeux, lointain haut. Deuxième cas, on regarde vers le bas, on baisse les yeux, on regarde ce qu'il y a en bas, au-dessous de nous. Et pour le lointain plat, c'est ce qui est à hauteur de nos yeux. Mais qui est très loin, en fait. Et qui est très loin, par exemple, ça peut être au sommet de la montagne, ça peut être aussi tout simplement autour de nous quand on marche. Par exemple, par un lointain haut. Donc j'ai la montagne qui se dresse. Donc tu vois, là, ici, c'est pas un dessin, c'est vraiment un tracé
qui a des volumes déjà. Et qui est la même technique quand on fait de la calligraphie. Qui est fondée sur la même technique. C'est quand même pas tout à fait, la même chose. On a quand même le pause, le temps, le moment fort, le moment faible. C'est ça. Il y a un lien entre l'écriture et la peinture, en fait. Oui, absolument. La peinture, c'est toujours référé à l'écriture pour acquérir ces lettres de noblesse. Donc la théorie picturale s'est beaucoup appropriée ou inspirée de la théorie calligraphique pour pouvoir être reconnue en tant qu'art, au tout début pendant les premiers siècles de notre ère. Puisque l'écriture était plus noble. Puisque l'écriture était la base, par exemple, pour devenir fonctionnaire, il fallait passer un concours. Et le critère principal, c'était l'écriture. Donc l'écriture, quelqu'un qui savait bien écrire, il devenait haut fonctionnaire. Il était apprécié pour ses qualités de haut fonctionnaire. Et bien entendu, c'est très valorisant dans la société. Ce qui fait que immédiatement, l'écriture, qui est devenue donc un art au début de notre ère, elle est devenue un critère d'évaluation pour les lettrés et pour les fonctionnaires dès le 5e siècle. Et à partir de cette époque-là, l'écriture chinoise a été fixée, les différents styles d'écriture ont été fixés, et les premiers textes sur la peinture ont été rédigés au 4e, 5e siècle, en se référant toujours justement à la calligraphie. Donc voilà, là on a la montagne qui se dresse devant nous. Et même l'écriture parfois accompagne la peinture. Bien sûr, il y a toujours de l'écriture. Pas toujours, hein, ça a commencé au XIIe siècle. Parce qu'avant, c'était l'empereur qui a posé l'écriture sur les tableaux, enfin sur les tableaux, sur les paravents, sur les peintures chinoises. Hein. Donc là, si je fais quelques rochers au premier, ici en bas, on voit tout de suite que la montagne est devant nous. Et si je laisse un petit peu de brume au milieu, ça donne l'impression que la montagne est plus haute qu'elle n'est en réalité. Qu'elle est beaucoup plus... qu'elle est très impressionnante. Ouais. Donc ça, c'est le lointain haut. Maintenant, si je veux faire le lointain profond, eh bien là, par exemple, on a un exemple de lointain profond. Je suis en hauteur et je regarde vers le bas. Alors, on voit la différence. C'est le lointain profond. Voilà, ça, c'est plutôt le lointain profond. Oui. Donc le lointain plat, c'est ce qu'on voit... c'est au niveau de nos yeux, hein, sans avoir à les baisser ni à les lever. Donc là, je réalise un arbre. C'est quoi comme arbre? C'est un prunus. Prunus? Oui, un arbre qui fleurit au printemps. Là, c'est pas le printemps, hein, c'est plutôt l'été, je vais y faire du feuillage. On dirait du pin. C'est pas un pin. C'est pas un pin. Non. Mais en revanche, pour ce qui te fait penser à un pin, c'est parce qu'il est un peu tordu. Donc cet arbre tordu, il donne l'impression qu'il y a un peu de vent. Voilà. Ouais, bien sûr. Et puis les arbres tordus, ce sont des arbres qu'on ne coupe pas parce qu'on ne peut pas utiliser leur bois et donc ils vivent longtemps. Ouais. Et donc ils sont des emblèmes de longévité aussi, ces arbres tordus. C'est pour ça qu'on a toujours dans la peinture chinoise ou dans les jardins chinois des arbres tordus. C'est pas des arbres tordus, c'est des arbres qui dansent dans le vent. Oui, on peut dire ça, oui, tout à fait. Tu as dit que tu laisses le papier créer le vide, imaginer l'eau, imaginer la brume, que c'est un vide. Mais pour moi, ce que je te disais, c'est que c'est pas tout à fait un vide, puisque voilà, il y a des éléments qui sont là, et tu laisses le papier suggérer, le blanc suggérer. Mais est-ce que ça existe un
un véritable vide, le mou, le vide en Chine. Oui, il y a plusieurs mots pour désigner le vide en chinois. Un dans le bouddhisme, un dans le taoïsme, mais c'est en fait le même principe. C'est le vide intérieur. C'est d'abord le vide qu'on fait en soi avant de se mettre à peindre ou à calligraphier. Donc ça, c'est un vide philosophique, mais qui est aussi un vide qui est une expérience. C'est-à-dire que quand je prends ma pierre à encre, comme tout à l'heure, et que je prépare mon encre, je me concentre et je me mets dans ma peinture. Donc je fais le vide en moi, c'est-à-dire que je ne pense plus à rien, à part ce que je vais faire dans ma peinture. L'encre dans l'encrier, elle est informe. Or, cette encre informe, elle est noire. La couleur noire de l'encre est assimilée au chaos. Pourquoi ? Parce que dans le livre de la voie et de la vertu de Lao Tzu, dans le Lao Tzu, le chaos est qualifié de sombre ou de noir. Donc ce chaos, on peut dire que l'encre est l'incarnation du chaos, puisqu'elle a cette couleur noire. Et ensuite, lorsque je mets mon pinceau dans l'encre et que je déploie l'encre sur le papier, on a la première différenciation. Donc l'encre qui se déploie sur le papier, c'est le premier caractère, le caractère 1, le trait horizontal. Et là, on a le yin et le yang. On a l'opposition yin et yang, vide et plein, qui émerge aussi. Donc les deux opposés complémentaires émergent de ce chaos originel et qui, lui, doit se retrouver dans mon cœur. C'est-à-dire que dans mon cœur, je fais le vide, puisque pour les Chinois, ce n'est pas l'esprit, mais le cœur qui est essentiel. François Tchang traduit par cœur-esprit, souvent. Mais en fait, c'est bien le cœur. Eh bien, lorsque je fais le vide dans mon cœur, j'accueille tous les possibles. Or, dans l'encre, quand elle est indéterminée, elle a en germe en elle tous les possibles. Donc il y a ce parallèle entre l'encre informe et le fait que mon cœur est vide. Donc il est disponible à toutes les possibilités. Et ensuite, lorsque je vais déployer mon encre, eh bien, c'est moi qui vais déterminer les possibles que je vais choisir dans la peinture. Donc voilà, ici quelques... Je vais faire par exemple une petite montagne. Donc tu vois, ici, elle est plus foncée, et pourtant, elle est loin. Dans le plat, encore une fois, c'est la vue au niveau des yeux. Oui, oui, oui. Donc il peut y avoir que du très proche, il peut y avoir du lointain, c'est au niveau des yeux. Tu vois, si je coupe cette peinture en deux, là, c'est loin, et là, c'est près. Oui, mais c'est oui, pourtant le lointain plat. C'est ce qu'on met en face. Oui, et puis ce que tu disais, voilà, tu peins le montagne qui est au fond, mais tu l'as dit, voilà, je vais le faire foncer, bien qu'il est au fond. Oui. Parce que je disais complètement le contraire tout à l'heure, en disant ça. Plus c'est loin, plus on l'estampe. Oui, oui, non. Et toi, tu ne l'estampes pas, donc ça fait quand même en vision quelque chose qui rapproche du premier plan. Non. C'est pas ça. C'est que du point de vue de la composition autour de mon centre, il faut que mes deux éléments soient à peu près équilibrés. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle il doit être plus foncé, même s'il est plus loin. Parce que sinon, ma peinture, elle sera complètement déséquilibrée. Si tout ça c'est clair, ça n'aura plus de texture. Donc du point de vue de la composition, tu vois, mon centre, il est vide, il n'y a rien au centre, et pourtant, elle se tient. La peinture, elle est composée autour de ce centre. Alors, c'est pas tout à fait un vide, puisqu'il y a la brume, il y a l'eau. Oui, parce que tu l'imagines. Mais mon tracé, je ne trace pas autre chose que l'arbre, cette montagne au loin et 3 ou 4 traits au milieu, c'est tout. Tout le reste, c'est le papier qui est laissé blanc. Imagine un long rouleau horizontal comme ceci, et tu peux très bien passer du lointain haut au lointain plat, au lointain profond, sur une même peinture. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça veut dire à ce moment-là que cette peinture te permet de circuler visuellement. Et comme toi-même, tu as déjà monté dans des montagnes, tu as déjà vécu l'expérience de circuler dans la montagne, en regardant la peinture, le support pictural, eh bien ton regard, à travers ton regard et à travers le trait qui est rythmique, tu l'as vu, quand je trace, il y a un certain rythme, à travers ce trait rythmique, tu revis ce rythme de la marche. Et dans ton corps, tu revis, simplement en regardant la peinture, tu arrives à revivre l'expérience que tu as vécue lorsque tu es monté dans les montagnes.
Et le principe de monter dans les montagnes, de vivre dans les montagnes, pour les Chinois, ça veut dire vivre longtemps. Pourquoi? Parce que dans la croyance traditionnelle, les immortels vivaient dans des montagnes. Et donc quand tu vas vivre dans les montagnes, bah, tu deviens immortel. Tu sais bien que les immortels s'envolent sur des nuages. C'est le paysage qui fait la narration. C'est ça, c'est le paysage qui fait la narration, puisqu'il se rapporte à une expérience vécue. Cette expérience de la vie ou de la marche dans la montagne, qui est censée, quand tu marches donc à ton rythme, donc tu te mets au rythme du mouvement de l'univers, selon les Chinois, puisque pour les Chinois et les Japonais, le monde n'est pas fixe. Il y a un souffle qui circule entre le ciel et la terre, et ce souffle, donc il est particulièrement perceptible dans les montagnes, les changements de temps, les tremblements de terre, enfin tout ce qui est mouvements atmosphériques sont particulièrement perceptibles dans les montagnes, hein, on le sait bien. En tout cas en Chine et en Europe, par exemple, les montagnes sont extrêmement pleines de brume, de vapeur, ça change tout le temps quand on regarde. Eh bien pour les Chinois, le mouvement de l'univers est particulièrement perceptible dans les montagnes, et quand on marche dans la montagne, on marche au rythme de l'univers. Et donc, on se met au rythme du cosmos, et c'est ça qui fait qu'on peut vivre longtemps. Pour moi, c'est très important quand tu dis le paysage est déjà une histoire, ah oui. Elle raconte déjà quelque chose. Une fois, j'avais fait un film où il s'agissait d'un paysage évolutif, et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'histoire, puisqu'il n'y avait pas un personnage. Ah et non. je trouvais ça tellement... C'est injuste. Merci. C'est injuste. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de penseurs, de philosophes qui disent si on pouvait déplacer le regard à des choses, à la nature, aux plantes, et qu'on peut raconter une histoire, non pas à travers d'un corps d'un humain, mais à travers d'un corps d'un végétal, et qu'on nous raconterait une autre histoire. Et les végétaux, jusqu'à présent, jusqu'à pas si longtemps, ça faisait partie du décor, de la nature qui était derrière l'homme, c'était un décor. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, il y a cette envie de déplacer le regard, cette envie de dire, mais non, ce n'est pas un décor qu'on peut écraser, c'est un acteur. Absolument. D'ailleurs, tu vois, dans ce que je trouve très juste dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, dans la peinture chinoise, tu peux avoir des personnages, mais ils sont tout petits. Ils sont minuscules. Et tu vois, dans ce que j'ai peint, moi, il n'y a pas de personnages. Ils peuvent être suggérés simplement par un chemin, mais tu n'es pas obligé de montrer quelqu'un. Et pourtant, l'histoire, elle est là. Chacun peut la vivre en regardant le paysage. L'élément principal, le sujet principal du paysage, des montagnes Zéo, ce sont les montagnes Zéo, justement. Puisque c'est elles qui te nourrissent, c'est elles qui te donnent la vie, c'est elles qui te permettent de vivre longtemps. Donc c'est elles le personnage principal. Et ça, c'est vraiment très important dans la peinture chinoise. L'homme est tout petit, véritablement. Et la nature l'abrite, lui permet de vivre en son sein, mais il n'est pas l'élément principal.